Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est un bien singulier personnage que nous présente aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous propose d'évoquer en effet la vie d'un abbé de cour sous le règne de Louis XIV. Jusque-là, Oui, rien tout de va bien bien. surprenant, sauf que cet abbé-là vit habillé en femme. Oula. Ses contemporains en ont été marqués, assez pour qu'on en parle 3 siècles plus tard. Lui-même, il est vrai, a rédigé de célèbres mémoires. Et vous avez invité pour en parler une habituée de l'émission familière des mémoires du grand Et siècle. oui, Evelyne Levert connaît bien l'abbé de Choisy, entre autres. Elle a aussi travaillé sur le cas d'un autre travesti célèbre, le chevalier d'Éon, ce qui nous permettra peut-être d'ailleurs de comparer tout à l'heure les deux personnages. Et puis à la fin de l'émission, nous irons ensemble faire un tour du côté de Saint-Saëns en Bourgogne. Saint-Saëns, cette abbaye dont Choisy était commandataire. Je pense que l'heure qui vient ne devrait pas être ennuyeuse. Je pense pas, ouais. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Bourges au printemps de 1670. Une dame, nouvellement venue en Berry, est au centre de bien des conversations. Cette comtesse des Barres, qui vient tout juste d'acquérir un château dans la campagne voisine, est remarquée partout où elle passe. Elle inspire les interrogations. Vous savez comment va la rumeur dans certaines petites villes, surtout là, en plein cœur du XVIIe siècle. On peut dire aussi que cette dame suscite une certaine admiration. Elle est parisienne, une parisienne d'une bonne vingtaine d'années, très comme il faut. Chacun peut admirer son élégance de jolie brune. Difficile de ne pas la suivre des yeux quand elle marche ou lorsqu'elle s'agenouille sagement pour prier à la messe. Il semblerait qu'elle ait fait le choix de vivre à l'écart du monde, ce qui est une décision respectable pour une jeune veuve comme elle. Madame des Barres n'est pas sauvage. Elle vient volontiers à la rencontre des autres dames de qualité de Bourges. Elle travaille à se constituer, disons, un petit cercle mondain. Et pourtant, cette élégante n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. Son nom ? François Timoléon de Choisy. Oui, vous avez bien compris, en dépit des apparences plus que trompeuses en la circonstance, Madame des Barres est un homme et son installation près de Bourges sous les traits d'une femme conclut tout un pan de sa vie. Alors, ce François Timoléon est né, on est là en 1670, il est né en 1644, dans un bon milieu proche de la cour. Son père était chancelier du frère de Louis XIII, vous savez, le fameux Gaston d'Orléans. Quant à sa mère, Jeanne Olympe, elle est une de ces grandes dames exubérantes qui ont toujours fait le charme de Paris, adepte de bons mots et de petites intrigues. Avec ses premiers enfants, cette dame n'a pas été une mère très attentive, il faut bien le dire. Mais au petit dernier, qui est venu au monde alors qu'elle avait déjà plus de 40 ans, elle a réservé le meilleur. C'est Geneviève Reine qui le souligne. Elle se prend pour lui d'une passion exclusive, surprenante chez une femme qui jusqu'alors n'avait paru occupée que d'elle-même. Cet enfant qui va la combler, au sens où il va remplir son vide intérieur, elle va le vivre comme un prolongement d'elle-même. On sent déjà le problème, j'allais dire freudien avant l'heure, qui naît. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Jeanne Olympe se met à élever son petit garçon comme une petite fille. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur les habitudes vestimentaires du grand siècle. Et vous savez que jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, il était tout à fait fréquent que les petits garçons portent des robes. C'était pas les habiller en soi en fille. Mais alors là, ça va bien plus loin. Elle s'occupe de cet enfant un peu comme d'une poupée féminine. Est-ce que c'est pour imiter le modèle de la reine Anne d'Autriche avec son deuxième fils, Philippe, vous savez, le frère du jeune Louis XIV, qu'on avait lui aussi élevé de cette manière afin, disait-on, de ne pas en faire un prince remuant qui gênerait son grand frère. Quoi qu'il en soit, François Timoléon reçoit une excellente éducation aux confins de la cour et des milieux princiers, tout en étant régulièrement vêtu en fille. Les années passent ainsi, et alors que l'adolescence arrive, on pourrait dire que ça va quand même changer cette histoire, eh bien Jeanne Olympe s'applique à gommer en son fils ce qui pourrait y avoir de trop masculin en lui. C'est Gosselin le Nôtre qui le raconte. Depuis son enfance, écrit-il,
Sa mère avait pris soin de lui frotter tous les jours le visage avec une certaine eau de veau mélangée à la pommade de pied de mouton, mixture qui, paraît-il, a pour avantage de faire mourir le poil dans sa racine. Quand il eut atteint sa 18e année, il lui fallut recourir à d'autres artifices et il appliqua sur la poitrine une gorge à ressort composée de 2 jolies petites vessies de cochon recouvertes de satin. Oui, ça commence à devenir quand même assez amusant, cette histoire. Bientôt, François Timoléon doit s'engager dans une carrière et comme il est le cadet de tout un ensemble de frères, il va être ecclésiastique. Après quelques formalités, dont la tonsure, je dis bien la tonsure, il n'est pas ordonné prêtre pour autant, il obtient en 1663 la charge d'abbé de Saint-Seine, donc en Bourgogne. Ça lui assure un revenu, même confortable, et ça ne le contraint pas outre mesure puisqu'il pourra se contenter de n'effectuer à Saint-Seine que des passages tout à fait espacés. Il est probable que ce soit sa mère qui l'encourage alors à s'habiller en homme. On a envie de dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dur à vivre sans doute pour François qui, réfugié à Bordeaux, retrouve ses habits de femme jusqu'à se faire passer pour une comédienne. La drôle de mère de ce drôle d'abbé meurt en 1669. Et à ce moment-là, François Timoléon, soit choqué, soit libéré, difficile de dire au juste, il décide en tout cas de se faire percer le lobe des oreilles. Dans le monde, il revêt quand même des habits d'homme, mais avec du maquillage assez souvent et des bijoux tout à fait féminins. Mais oui, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Un jour, Madame de Lafayette, La romancière. la romancière, bien entendu. Madame de Lafayette lui aurait dit sur un ton badin qu'à tout prendre, il ferait tout aussi bien de se vêtir en femme. Ah ben, François Timoléon ne se le fait pas dire 2 fois. Il apparaît bientôt en robe et se fait appeler Madame de Sancy. C'est sous l'identité et sous l'apparence de ce double féminin que le jeune homme, par ailleurs plein de vivacité, va désormais se montrer dans les lieux les plus courus, au bal, au théâtre. Alors on s'en amuse, évidemment, on parle un peu dans son sillage, mais tout ça, disons-le, avec une relative bienveillance. Pourtant, le coup d'arrêt va bientôt venir. Un soir à l'opéra, François Timoléon, qui est très à son avantage, dans une opulente robe fleurie, fait sa révérence au jeune dauphin, le fils du roi Louis XIV. Il s'enhardit à échanger quelques mots avec Monseigneur, aux grandes dames du précepteur royal, qui va tancer vertement le travesti. L'humiliation est publique. François Timoléon, bouleversé, quitte l'opéra. Il remise sa tenue de femme au placard pendant un certain temps. Et puis évidemment, il se ravise, puisqu'après tout, Paris ne veut pas de lui ou d'elle. Il se dit qu'il lui reste à trouver un lieu où vivre à sa guise, d'où la création de Madame des Barres, et d'où l'installation de cette pseudo-Madame des Barres près de Bourges, début de la seconde vie. Au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et nous suivons le destin surprenant et étonnant de François Timoléon de Choisy, ce jeune abbé d'une vingtaine d'années
aussi adepte du travestissement. Alors pour vivre librement, vous venez de nous l'expliquer, Franck, il s'invente une identité, il part s'installer où personne ne le connaît, près de Bourges. Alors avant de savoir ce qu'il va devenir, je me demande quand même comment vous connaissez, Franck, tous ces détails sur la vie de l'abbé de Choisy. Il n'y a aucun mérite puisqu'il les a racontés lui-même, tout simplement. Et c'est ce que nous allons voir avec Evelyne Levert dans un instant, puisque non seulement l'abbé de Choisy est un drôle de personnage, mais c'est d'abord, peut-être et avant tout pour nous, un grand mémorialiste. Alors est-ce qu'il faut croire tout ce qu'il raconte? Ça, c'est une autre histoire. On verra justement ce qu'il en est réellement entre la part de fantasme et la part d'histoire dans tout ça. Ce qui est sûr, c'est que on peut établir un certain nombre de recoupements avec des lettres, avec des documents d'époque. Il n'empêche que des incertitudes demeurent. Alors, revenons à l'installation supposée de notre Madame Desbarres dans le Berry. Dans la société de Bourges, François Timoléon rencontre un certain succès sous le nom et sous l'apparence de cette jeune dame spirituelle, pleine de charme et qui sait se mettre au centre de l'attention. Et par exemple, on la voit un jour exhiber une robe éclatante de couleurs et d'ornements qui fait son petit effet. Les dames de Bourges ne parlent plus que de ça. Et parmi ses nouvelles amies, on peut dire que personne n'a l'air de soupçonner son secret, ce qui paraît quand même un peu étrange, mais enfin il fallait vraiment que les traits de ce garçon soient d'une finesse assez étonnante. Quand Madame Desbarres invite Mademoiselle de la Grise, la fille d'une de ses nouvelles connaissances, à venir passer quelques jours dans son château, la mère est tout à fait contente. Oh, mais ma chérie, allez passer quelques jours chez cette dame adorable. Et la jeune fille est enchantée, bien entendu. Ce n'est pourtant pas une proposition innocente, parce que ce qu'il faut vous dire, que je n'ai pas encore eu le temps de vous expliquer, c'est que François Timoléon, tout travesti qu'il est, n'en reste pas moins un homme attiré par les femmes, avec un goût tout particulier pour les adolescentes. Ah oui, quand même. La bien jeune Mademoiselle de la Grise, invitée à partager la couche de cette dame, si je puis dire, va devenir sa maîtresse dans un jeu de dévoilement progressif. Madame Desbarres passe de caresses encore maternelles à des étreintes nettement plus explicites, et si l'on en croit les propres aveux de François Timoléon, il se révèle un prédateur redoutable, et j'ai envie de dire sans scrupules. Il se serait même payé le luxe de câliner sa jeune maîtresse en public. Après tout, il n'y a pas de mal, voyons, on est entre dames assez libres, jeunes femmes. Il est sur un lit avec elle, entouré d'un certain nombre de notables locaux, que ça fait beaucoup rire et qui s'amusent de cette situation ambiguë. On applaudit les démonstrations d'affection entre les deux femmes, sans qu'on puisse savoir à quel point tout le monde est dupe de ce qui est en train de se passer sous ses yeux. C'est Geneviève Rennes encore qui le note. On déclare même la comtesse Desbarres et Mademoiselle de la Grise mari et femme. Et l'un des témoins, croyant faire de l'esprit, se déclare prêt à nourrir tous les enfants qui viendront de ce mariage. Croyez pas si bien dire. Bon, ça ne dure pas très longtemps. Mademoiselle de la Grise finit par rentrer chez elle et quelques mois plus tard, la comtesse Desbarres serait tombée sous le charme d'une autre jeune fille, une comédienne nommée Rosalie. Et cette fois, c'est plus une simple passade, ça va devenir une véritable liaison. Et dans un processus d'inversion qui pousse assez loin quand même le goût de la symétrie, on va voir Rosalie se grimer de son côté en jeune homme. Elle se dessine de jolies moustaches, ce qui ne va pas l'empêcher de tomber enceinte, évidemment. François Timoléon décide à ce moment-là de l'installer à Paris et après la naissance de l'enfant, Rosalie sera demandée en mariage et l'abbé à ce moment-là devra bien consentir à la laisser s'établir. Il est sans doute assez désespéré par tout ça. On voit Choisy s'abandonner sans frein à ses plaisirs pour essayer d'oublier peut-être le départ de sa belle aimée. Geneviève Rennes encore, c'est une explosion, nous dit-elle, une frénésie exhibitionniste. Choisy en fait tant qu'il finit par se faire reconnaître sous son déguisement. Sa famille intervient, se fâche, on a envie de dire c'est moins des choses, exige le retour à l'habit masculin et à une vie plus conforme à sa condition. Choisy en a terminé avec la comtesse Desbarres, emportée dans la corbeille de noces de Rosalie. Ce qui ne fait pas pour autant de notre personnage un garçon très sage. À cette époque, il a probablement une liaison avec une parente de Bossuet, qui vit justement pas très loin de l'abbaye de Saint-Seine. On le voit aussi tenir un rôle plus en rapport avec son statut d'abbé lorsqu'il accompagne son ami le cardinal de Bouillon dans les bagages, si je puis dire, des troupes de Turenne. On est là en plein dans la guerre de Hollande, en 1672. Et c'est la mort au feu d'un de ses amis qui va, en le choquant profondément, le bouleverser assez pour commencer à l'ébranler d'une certaine manière. C'est
pour lui une confrontation presque insupportable avec la fragilité de la vie. Il le raconte lui-même. « Je vis de mes propres yeux le corps mort de monsieur de Longueville, qu'on rapporta sur un cheval, la tête d'un côté et les pieds de l'autre. Des soldats lui avaient coupé le petit doigt gauche pour avoir un diamant. Non, je ne crois pas avoir jamais été, ni pouvoir jamais être, aussi touché que je le fus. » Lui qu'on aurait pu croire autrement léger, voilà maintenant qu'il se jette dans la prière. Cette tragédie va être une étape sur le long chemin que va constituer sa conversion. Du reste, il a bien le temps, parce que c'est encore à ses yeux le temps des licences. D'ailleurs, sa vie en femme lui manque. Et sans doute entre 1674 et 76, alors qu'il vit au sud de Paris, on le voit donner une seconde vie, si je puis dire, ou une seconde chance à Madame de Sancy. À nouveau, il ou elle se fait remarquer par ses jolies robes et ses mouches habilement placées sur le visage. On lui devine de nouvelles liaisons avec de nouvelles jeunes filles, mais enfin, François Timoléon essuie de nouveau des reproches, lui-même a l'air de se lasser, il est de nouveau vêtu en homme lorsqu'il s'adonne au jeu, et là il va perdre des sommes extraordinaires. C'est dans cette frénésie d'un autre genre, la frénésie aux tables de jeu, qu'il va dépasser tranquillement la trentaine et même largement, et commencer à se sentir vieillir. Là maintenant on peut dire que sa vie est sur le point de basculer. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Quanta neve bianca dal cielo scende già, copre e non si stanca i monti e la città, e già Babbo Natale con la sua slitta sta, strapiena di regali che hanno i bimbi porte. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Can we now get Le medley Sleigh Ride sur Europe 1, et oui, c'est Roberto Alagna qui chante Noël. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de la vie de l'abbé de Choisy, cet abbé qui avait pour habitude de s'habiller en femme. Mais là, les choses ont beaucoup changé dans sa vie, évolué. Hein. Oui, et puis évidemment, l'environnement change aussi. Je vous propose d'aller faire un tour à Versailles quand même. Le 30 juillet 1683, la cour est installée depuis peu à Versailles. La reine Marie-Thérèse vient d'être victime d'un mal qui l'a emportée en moins d'une semaine, et la disparition de cette souveraine encore jeune, n'avait même pas 45 ans, affecte François Timoléon. Cette disparition résonne sans doute en lui comme un avertissement. Du reste, quelques jours plus tard, lui-même va tomber subitement malade. Et rapidement, sa situation semble inquiétante et même désespérée. Il va entendre dire autour de lui qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre, et au milieu de ce qui a toutes les apparences d'une agonie, l'abbé, soudain, est saisi. C'est lui encore qui le raconte, je le cite. « Je vis ce Dieu si redoutable sur un trône de lumière. Il me semblait qu'il me demandait compte de toutes les actions de ma vie, des grâces qu'il m'avait faites et dont j'avais abusé, et je n'avais rien à lui répondre. Je voyais en même temps les abîmes ouverts, prêts à me dévorer. Non, l'on ne saurait s'imaginer ce que c'est que tout cela si on n'y a pas passé,
Car ne croyez pas, dans cet état, quand l'âme est prête à se séparer du corps, ne croyez pas qu'on voit les choses comme nous les voyons présentement. Les mystères les plus incompréhensibles paraissent clairs comme le jour. Entre nous, on est en droit de se demander si notre abbé Abbesse n'aurait pas connu ce que nous appelons une NDE, vous savez, une expérience de mort imminente. Toujours est-il que François Timoléon se donne d'un coup à la religion, à peine remis sur pied, parce que ça paraît étrange, mais d'un seul coup, comme ça, il reprend vie. Notre homme prend le chemin du séminaire des missions étrangères, rue du Bac. Il paraît vouloir donner un nouveau sens à sa vie, dont il déplorait jusqu'alors le vide, l'inutilité. Il cherche à s'attacher à quelque chose de grand et, apprenant que le roi prépare l'envoi d'une ambassade au Siam, dans l'actuelle Thaïlande, il va faire des pieds et des mains pour en être. Grâce à l'aide de cet ami d'enfance dont je vous parlais, le cardinal de Bouillon, il parvient à ses fins. Il sera donc coadjuteur d'ambassade, chargé de rester auprès du roi de Siam, dans l'hypothèse où celui-ci déciderait de se convertir et de convertir son peuple au catholicisme. Le départ a lieu le 3 mars 85 de Brest. C'est un voyage très long puisque les 2 navires français ne gagneront le Siam que fin septembre, vous imaginez ça? C'est le début d'un séjour extraordinaire, alors des cérémonies fastueuses à la cour de Siam, découverte de mœurs, de paysages, d'animaux, tout à fait incroyables, tractations diplomatiques qui le passionnent et qui nourriront le fabuleux récit qu'il en laissera à la postérité. C'est aussi là-bas qu'il décide enfin de devenir prêtre. Il reçoit le sacrement de l'ordre le 10 décembre 1685, seulement quelques jours avant le retour de l'ambassade en France. Alors, disons-le, cette ambassade n'a pas été une grande réussite, le roi de Siam ne s'est pas converti, mais maintenant François Timoléon peut rentrer, j'allais dire, riche d'une très belle expérience chez lui. Vers la mi-juin 86, le convoi de l'ambassade est en vue de Brest et il va se mettre à raconter, dès qu'il rentre dans le royaume, Choisy se met à raconter ses histoires. Ça passionne tout le monde, bien entendu. Il va mener à partir de là une existence plutôt sage. Il a peut-être quelque ambition dans la carrière sacerdotale, mais il faut bien dire qu'avec son passé, ça va être difficile de devenir évêque, vous l'imaginez. Ça ne l'empêche pas de s'illustrer par ailleurs, puisqu'il publie, je vous le disais, des ouvrages historique, le journal de son voyage au Siam, qui connaît un grand retentissement, des ouvrages religieux aussi, et puis c'est normal, c'est l'époque, des ouvrages très complaisants pour le roi. Peu importe, le talent de Choisy est incontestable et il va être élu à l'Académie française dès 1687. Alors, j'entends d'ici votre question. Est-on si sûr que les vieilles habitudes de l'abbé sont bel et bien révolues ? Alors, eh bien, reconnaissons qu'il continuera de jouer parfois et d'y perdre des fortes sommes. Oui, bon, le jeu, certes, me dites-vous, mais les fanfreluches. Eh bien, certains prétendent avoir vu l'abbé se glisser encore de temps à autre dans une jolie robe pour redevenir quelques instants cet autre qu'il a aimé être. Alors, est-ce qu'il faut les croire ? Le fait est que l'abbé de Choisy écrira encore de petits ouvrages sur le thème du travestissement, comme La marquise Marquis de Banneville. L'abbé de Choisy va survivre au siècle, va survivre au règne et même à la régence pour ne disparaître qu'en octobre 1724 à l'âge de 80 ans. Geneviève Reine a cru pouvoir le dire, une des dernières portes qui donnait accès au XVIIe siècle se referma derrière lui. Bonjour Evelyne Levert. Bonjour Franck Ferrand. Vous allez nous être bien utile comme d'habitude parce que j'ai pas mal de questions à vous poser sur cet abbé et sur ses écrits, évidemment. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent. Noël, mon beau rêve blanc. Quand j'entends chanter Noël, je me rappelle mes joies d'enfant.
je rêve à d'autres Noëls blancs. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu. La table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis. Et j'attends l'heure où ils vont venir, en écoutant tous mes souvenirs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Noël, mon beau rêve blanc. Je revois tes yeux clairs, maman, et je rêve à d'autres Noëls blancs. Et nous sommes dans l'ambiance de Noël sur Europe 1. Noël blanc, c'était Christophe. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de cet abbé qui s'habillait en femme, l'abbé de Choisy, Franck Ferrand vient de vous raconter l'histoire. Nous allons donc plus loin maintenant avec votre invité. Franck, vous recevez Evelyne Levert qui est historienne et qui est co-auteur avec Maurice Levert du Chevalier d'Éon, une vie sans queue ni tête, paru chez Fayard. Alors il faut tout de suite, Evelyne Levert, que vous nous disiez si oui ou non nous pouvons prêter foi aux écrits de l'abbé de Choisy sur cette espèce de double vie qu'il menait et sur cette habitude qu'il avait prise de s'habiller en femme. Est-ce qu'on peut le croire ? Alors, on peut le croire dans une certaine mesure, parce que faire la biographie de Choisy, c'est un véritable casse-tête. Mais oui. Autant pour le Chevalier d'Éon que j'ai écrit, il y a un nombre de documents incroyables et on peut tout recouper. Avec Choisy, très peu de gens parlent de lui. Et évidemment, on est obligé de se référer à ses propres écrits. Et il faut bien savoir que lorsqu'il était assez âgé, il avait à peu près 75 ou 78 ans, la marquise de Lambert qui avait un salon, la marquise de Lambert lui a dit « C'est trop extraordinaire ce que vous avez vécu, s'il vous plaît, racontez-nous votre vie ». Et il a écrit 2 histoires, Histoire de la comtesse des Barres et Histoire de Madame de Sancy. Ces 2 textes ont été publiés bien après sa mort. Le premier a été publié en 1736 et le second au 19e siècle. Oui, ce qui le rend, encore plus compliqué. Douteux, et il y a des parallélismes entre les 2 textes. Alors, c'est très romanesque, c'est follement romanesque. Très agréable à lire. Très agréable à lire. Et ce sont 2 petits romans que l'on peut considérer comme des romans érotiques. Et il y avait un abbé qui avait connu l'abbé de Choisy, qui était l'abbé d'Olivet, qui lui a écrit la biographie de l'abbé de Choisy
peu après la mort de l'abbé de Choisy, et il dit que ces textes, c'est vraiment scandaleux, horrible. Enfin bon, il était extrêmement choqué. Il y avait de quoi, parce que quand même, il y a des scènes érotiques que vous avez évoquées. Avec des doubles travestissements. Avec le double travestissement, quand on voit les deux dames qui font l'amour dans un lit, devant un parterre, si l'on peut dire, de gens complètement émerveillés qui trouvent ça charmant, on peut quand même avoir des doutes, parce que les dames recevaient, c'est vrai, dans leur lit, mais elles recevaient sur leur lit. Ce sont de très très jeunes dames, il faut dire. Ça devait être assez charmant, disons. Enfin, il y avait une dame, l'abbé de Choisy, la dame Choisy avait 23 ans, et puis la petite jeune fille avait 15 ans. Alors, mais là, d'après ce qu'on comprend, elles sont sous des draps, elles ne sont pas habillées. Donc, ça paraît quand même un peu bizarre. Donc, l'abbé de Choisy, écrit, il fantasme, à mon avis, complètement sa vie. Et il n'y a personne pour nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et on est dans de telles scènes qu'on peut quand même se poser des questions. Argenson, qui était de sa famille, oui. Qui lui, pour le coup, n'est pas un plaisantin, disait que tout était... Oui, alors le marquis d'Argenson, son arrière-neveu, écoute l'abbé de Choisy, dans sa vieillesse, qui lui raconte des histoires extraordinaires, et il avoue, avec une certaine peut-être naïveté, je vous assure que tout ceci est exact. Alors, je vais vous donner mon avis à moi. Je pense que, de toute façon, l'abbé de Choisy a véritablement porté des robes de femme dans l'entourage de monsieur, puisque monsieur s'habillait en femme, et il a dansé. Le marquis d'Effiat et tous les gens qui vivaient autour du frère du roi. Il y a tout un groupe, alors là, d'homosexuels qui vivent autour de monsieur, officiellement en femme dans certaines cérémonies. Eux s'habillent volontiers en femme, mais ils aiment les garçons. Alors que l'abbé de Choisy, et voilà. Et lui, il aime les femmes. Mais enfin, ce qui est important, je crois, c'est le narcissisme. Parce que il n'aime que lui. Et c'est un narcisse qui n'aime que se voir dans un miroir et se voir admiré aussi bien par les femmes que par les hommes. C'est ça le problème essentiel de Choisy. Donc on le voit en femme dans des bals masqués autour de monsieur, et on sait qu'il se produit en femme. Alors probablement, je pense qu'il a essayé de vivre en femme dans la clandestinité. Et l'histoire de Madame de Sancy, elle a quelque chose de véritable. D'abord, il va dans il est à la cour, hein, et la cour à ce moment-là est encore une cour itinérante, donc il est à Saint-Germain, il est au Louvre, etc. Et il choisit un quartier qui est un quartier populaire, du côté de Saint-Médard. C'est un faubourg, ce sont des gens les bas pauvres. Quartiers de Paris. Ce sont les bas quartiers. Et là, il s'habille en femme, il va voir le curé de Saint-Médard, il prétend lui avoir dit qu'il était homme, mais c'est pas sûr du tout. Et là, il a des aventures avec des petites jeunes filles qui sont de très basse extraction. Et il se dit personne... Une forme de prostitution, sans doute, oui. Une forme de prostitution. Et là, probablement, il a eu ses aventures. Et rien ne l'empêchait de repartir à la cour et d'être dans une tenue tout à fait décente. Le fait d'être habillé en femme lui permettait d'attirer, sans qu'elle se méfie, ces petites jeunes filles, c'est ça ? Mais je pense que c'était aussi... c'est un fétichiste. Et ce qu'il aime, c'est se voir en femme et en belle femme. Alors il y a une séance, une cérémonie qui est extraordinaire, c'est quand il se met à quêter. Et il attire tout, parce qu'il prétend qu'il est un homme. Enfin, il laisse toute l'ambiguïté sur son état réel, et il arrive dans une tenue extravagante pour quêter un jour, je ne sais plus quel est le jour de fête, mais enfin il est là à la grand-messe, il est là à Vêpres et au Salut. Et ça n'a l'air de déranger personne. Ça n'a l'air de déranger personne. C'est quand même assez étrange. C'est lui qui le raconte. Oui. C'est lui qui le raconte. On n'a pas de témoin. On est au grand siècle, sous Louis XIV. Alors, c'est vrai que le frère de Louis XIV était homosexuel et ne s'en cachait pas, mais le roi détestait cela. On est à une époque où les mœurs sont quand même très rigides et très encadrées. Comment expliquer que la société ait été aussi conciliante, si je puis dire, avec... lui, il est très protégé. Il est très protégé dès l'enfance, vu ses relations dans le milieu de monsieur et Monsieur, c'est le frère du roi. Monsieur, frère du roi, bien sûr. Donc, de ce fait-là, il est protégé. Il a des amis très haut placés. Son ami le plus proche, c'est le cardinal de Bouillon, qui est homosexuel, mais ils s'entendent quand même
admirablement. Parce que je dirais que Choisy, il n'est pas très sexuel. Choisy, il est surtout amoureux de lui-même. Et bon, s'il recherche les jeunes filles, c'est pour aussi être admiré. C'est ça. Et il recherche aussi les jeunes gens. Mais il n'a pas d'aventure avec les jeunes gens. Mais il a, je pense, une sexualité très faible. Ce qui compte, c'est sa propre admiration. Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'image qu'il donne et qu'il en retire. Et l'image de la féminité triomphante. Parce qu'il nous donne des descriptions de son visage, de son corps, de tous les falbalas dont il s'entoure. C'est absolument fantastique pour la mode de l'époque. Hein. Là, on a des références. Là. Cas psychologiquement très passionnant. Oui. Dans un instant, si vous le voulez, Evelyne Lévert, on va quand même revenir sur la question de l'abbé. Parce que c'est un abbé commendataire. Il sera ordonné plus tard, mais à l'époque dont nous parlons, c'est un abbé qui n'est pas un religieux. Voilà, il faut bien expliquer ça, on va y venir dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. L'abbé de Choisy s'habillait en femme et cet après-midi, grâce à votre invitée, l'historienne Evelyne Lévert, Franck Ferrand, nous avons commencé à comprendre pourquoi il s'habillait ainsi. Oui, et c'est très intéressant psychologiquement et sociologiquement dans un siècle, encore une fois, où ça a été un cas relativement unique. En tout cas, le seul... Il y en a eu d'autres. Et puis, alors là où c'était dramatique, c'était dans le peuple. Quand il y avait un garçon qui s'habillait en fille, alors on le poursuivait. Il ne faisait pas de vieux os, le pauvre, oui. Bien sûr. Il fallait être à la cour pour s'autoriser ce genre de licence. Comme l'homosexualité qui était considérée comme une hérésie et qui pouvait être punie du bûcher, mais à la cour, il y avait un certain nombre c'était beaucoup plus répandu, qui étaient qui étaient entrés quand même, qui entraient à la cour, il n'y avait aucun problème. Selon que vous serez, n'est-ce pas, puissant ou misérable, bien sûr. Alors, cet abbé, que veut dire abbé dans le cas présent? Ça, c'est quand même important de préciser. C'est un abbé commandataire. Commandataire, c'est-à-dire qui a une commande. Mais donc des bénéfices, en fait. Un bénéfice. Commande, ça s'écrit avec un E. Avec un E et pas un A. Mais c'est l'attribution, la commande, c'est l'attribution d'un bénéfice ecclésiastique à un prêtre ou bien à un laïc. Et c'était le cas de Choisy, qui jouissait donc des revenus soit d'une abbaye, soit d'un monastère, soit d'une église, mais il ne participait pas à l'administration. Il y a eu des abbés commendataires tout à fait surprenants dans l'histoire. Je vous donnerai l'exemple le plus connu, c'est Sully, qui était protestant et qui évidemment n'était absolument pas ecclésiastique, et Sully qui avait 4 ou 5 abbayes dont il touchait les revenus. Donc vous voyez, c'est ça. Alors donc, notre Choisy, lui, il est abbé commendataire de Saint-Seine, c'est une toute petite chose. On en parlera tout à l'heure, c'est en Bourgogne, oui, bien sûr. Et là, il touche le tiers ou la moitié des revenus, ce qui lui permet évidemment de vivre assez bien. Il a aussi d'autres revenus parce qu'il va faire de très beaux héritages puisqu'il va rester le seul survivant de sa famille. Et alors ça lui permet de bien vivre. Et il a aussi, alors pour un château qui est le château de Balleroy, château qui existe toujours. Il a les diamants de sa mère et les bijoux de sa mère qui sont absolument fabuleux. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Alors, était-il voué à la prêtrise? On pouvait le penser. Il avait simplement été tonsuré. La tonsure, ça n'avait pas grand sens. C'était la première étape simplement pour devenir clair. Donc on est très très loin. Il aurait pu se marier. Enfin, c'est pas du tout un prêtre. Mais il portait la soutane. Alors la soutane était encore une robe. Mais oui, et ça lui plaisait. Alors, il y avait 2 types de soutanes. Il y avait la soutane qui descendait jusqu'aux pieds, enfin la soutane que nous connaissons, mais enfin vue par le XVIIe siècle, un petit peu différente. Et puis il y avait ce qu'on appelait la soutanelle. Alors la soutanelle, elle s'arrêtait aux genoux. Alors, c'était tout à fait. Et la plupart du temps, les vrais prêtres portaient des soutanelles parce que ça ne traînait pas dans la boue, etc. Oui. Mais lui, il s'est très bien habitué à la soutane. Et alors il raconte justement
l'histoire de Madame de Sancy. Il avait commencé par se faire passer pour un abbé. Et puis alors, il déboutonnait les boutons du bas de la soutane qui s'ouvrait sur une jupe splendide. Et puis finalement, la soutane est devenue une sorte de manteau au-dessus de robes qui étaient soit en lamé doré, soit en soie, etc. Il met un luxe de détails dans les descriptions en question, invraisemblable. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une source, là. Les mémoires de l'abbé de Choisy déguisés en femme ont été l'un des grands succès de la collection Le Temps retrouvé au Mercure de France. Absolument. Vous comprenez, ce sont des mémoires qui sont très agréables à lire. Oui, c'est plus facile de lire les mémoires de l'abbé de Choisy que beaucoup d'autres, parce que là, il n'entre aucune politique, il n'entre que des histoires, des histoires de sexe, des histoires de mode. Avec évidemment toute la réserve qu'on peut émettre sur l'authenticité. Voilà, bien sûr. C'est complètement fantasmé, c'est du roman. C'est du roman, mais c'est un roman très agréable. Et du roman qui fait beaucoup penser au XVIIIe siècle. Alors, je vous demandais tout à l'heure si on peut... Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est plutôt l'achèvement de l'âge baroque. La préciosité. Oui, vous savez, des romans comme l'Astrée, par exemple. Alors là aussi, Céladon se déguise en fille, sa maîtresse est déguisée en garçon. Enfin, tout le monde se retrouve, mais il y a le double travestissement. Mais il y a aussi des passages de ce type. C'est très long de lire l'Astrée, mais je pense que c'est plus l'âge baroque. Il y avait quand même à l'époque des femmes qui se sont travesties en hommes pour se sauver, pour échapper à des poursuivants. Et c'était relativement plus facile, disons qu'aujourd'hui, étant donné le côté vestimentaire que l'on avait, les cheveux longs. Il y a des femmes, mais qui se sont déguisées pour des raisons qui étaient des raisons de survie. La situation de travestissement faisait partie des grands classiques du théâtre, par ailleurs. Il y en a dans énormément du théâtre, mais dans la vie. Dans la vie aussi. Et puis, alors, il y avait un personnage qui était une sorte de, on ne veut pas dire de travesti, mais enfin, qui a quand même fait beaucoup couler d'encre. C'est Christine de Suède. Christine de Suède qui était traitée dans les textes, vous trouvez le terme d'hermaphrodite. Et Christine de Suède correspondait avec la mère de Choisy. Tiens. Vous voyez comme on trouve quand même des liens comme ça. Et alors Choisy écrivait sous la dictée de sa mère les lettres, parce que sa mère avait une correspondance extraordinaire avec un certain nombre de princesses, dont Christine de Suède, et c'était le petit Choisy qui écrivait sous la dictée de sa maman alors qu'il avait une douzaine d'années. Elle l'a quand même bien influencé. Elle l'a formé aussi intellectuellement. Sans doute. Alors, autre grand personnage qui s'est habillé en femme, et nous avons eu souvent l'occasion d'en parler ici, dans diverses émissions, c'est ce chevalier d'Éon, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Evelyne Levert. Vous avez d'ailleurs des manuscrits du chevalier d'Éon. Je possède des manuscrits du chevalier d'Éon, mais enfin, le chevalier d'Éon, alors là, il y a des sources énormes dans les archives, aux archives nationales, aux archives des affaires étrangères, et en Angleterre. Alors lui, je dirais qu'il y a une raison dans son travestissement, en tout cas au début. Oui. Alors lui, il est en homme partout où il passe. Et il y a un moment dans sa vie où le bruit court que c'est une femme. Et c'est probablement lui qui fait courir ce bruit parce qu'il est tombé, disons, un petit peu en disgrâce. Et point commun avec Choisy, il faut qu'il soit toujours sur le devant de la scène. Il assure sa publicité, en fait. Ouais. Et à partir du moment où le bruit commence à courir, on court après lui et on veut savoir en Angleterre si c'est bien un homme ou si c'est bien une femme. Et là, il est dépassé par le bruit qu'il fait courir. Parce que les Anglais se mettent à parier sur la nature réelle de son sexe. Alors ça fait un scandale. Les bookmakers anglais immédiatement s'emparent de l'affaire. Lui n'est pas là et il est jugé au tribunal du banc du roi comme étant femme, alors que c'est un homme. Et Louis XVI l'obligera à revenir en France avec des habits féminins. Et alors là, il va faire du scandale parce qu'il va se conduire comme un soudard habillé en femme. Et c'est quelque chose de grotesque et de scandaleux. On est dans une toute autre époque. Une toute autre époque, et ça n'a rien à voir avec les folies de Et d'autant de plus que pour ce qui est de Choisy, on a vu que la fin de sa vie est relativement édifiante. Édifiante, tout à fait édifiante. Mais enfin, il joue énormément pour se distraire. Oui, et il perd des sommes folles. Nous allons revenir justement dans un instant à l'abbaye de Saint-Saëns, qui était l'abbaye de Monsieur de Choisy. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum,
O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Winterzeit eins weit von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, issu de l'album The Magic of Christmas, Nat King Cole sur Europe 1. Joyeux Noël. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'abbé de Choisy. Son abbaye était celle de Saint-Seine en Bourgogne. Nous allons donc nous balader dans cette région, Franck. Et oui, c'est une jolie abbaye de style gothique bourguignon que celle de Saint-Seine. On n'est pas très loin de Dijon, à une trentaine de kilomètres de la capitale bourguignonne, exactement entre Dijon et Montbard. Montbard, c'était la ville de Buffon. Vous savez, on a eu l'occasion là aussi d'en parler. Cette abbaye a été bâtie à partir du XIIIe siècle, donc une abbaye relativement tardive. Le site avait été déjà occupé par de précédents édifices religieux. La construction va se poursuivre au XIVe, au XVe siècle. On a encore un certain nombre de pierres tombales dans l'église avec les abbés fondateurs. Et dites-vous que l'abbatiale a été utilisée à partir du XIXe siècle comme église paroissiale, ce qui lui a permis de survivre. Et quand vous allez aujourd'hui visiter cette abbatiale, vous devez vous attarder au portail qui est absolument magnifique, un décor de végétation très, très luxuriant et typiquement bourguignon. Il y a encore dans l'église le jubé du XIVe siècle, ce qui est devenu relativement rare. Alors, comme presque à chaque fois qu'une église a conservé son jubé, c'est-à-dire cette extraordinaire paroi de pierre ciselée, vous savez, qui séparait les fidèles des clercs, on l'a déplacé, ce jubé, il était au milieu de la nef autrefois, il est maintenant carrément à la croisée du transept, à l'entrée du chœur. Et surtout, ne quittez pas l'église sans être allé voir les peintures murales qui racontent toute la légende de Saint-Seine en une vingtaine de tableaux. Ce sont des peintures du début du XVIe siècle qui sont très réputées et à juste titre. Alors, on pourrait vous parler de l'ensemble de toute cette belle région, de la Côte d'Or, bien entendu, belle région campagnarde et viticole, ai-je besoin de le dire, avec cette route des Grands Crus qui a été constituée en 95 sur l'itinéraire de la Côte de Nuit, la Côte de Beaune, etc., qui rassemble des dizaines de villages viticoles entre Dijon et Centenay.
On fait des vins absolument divins dans cette région. Tous les noms font rêver, littéralement. Et puis, on est juste à côté, lorsqu'on est à Saint-Seine, on est juste à côté de Source-Seine, c'est-à-dire de la source même de la Seine. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, existait déjà à cet emplacement un sanctuaire à l'origine de ce fleuve. Vous allez me dire qu'il coule à Paris, mais il paraît que c'est pas la Seine qui coule à Paris. Oh, je referme très vite cette parenthèse avant de me faire des ennemis. C'est Gaël qui nous signale, je voudrais le dire puisque je ne connaissais pas ce livre, mais Gaël nous dit que Nathalie Reznikov en 1988 avait consacré un roman à l'abbé de Choisy qui s'appelle Un homme en robe, tout simplement. Voilà. Et puis, il faut parler du livre de Dirk van der Kruis, bien sûr, Evelyne Levert. Puisque je suis dans les livres, je voulais vous signaler depuis un certain temps déjà le Dico des politiques qui a été écrit par un certain Jean-Louis Bocarno, que connaissent bien nos auditeurs, puisqu'il a été pendant de nombreuses années le généalogiste d'Europe 1. Eh bien, Jean-Louis s'est penché sur les origines, les cousinages, les personnalités, les parcours de nos hommes et de nos femmes politiques, avec toutes sortes d'indiscrétions. C'est comme une sorte de quiz de la vie politique. Vous savez, vous avez toutes sortes de petits détails. Je vous avoue que sur un certain nombre d'hommes politiques, j'ai appris des choses très amusantes, notamment sur leur cousinage et sur leurs origines. Ça fait partie ça s'appelle Le Dico des politiques de Jean-Louis Bocarno et c'est édité chez l'Archipel. Et puis bien entendu, Evelyne Levert est l'auteur, entre autres, avec Maurice Levert, du Chevalier d'Éon, Une vie sans queue ni tête, n'est-ce pas? C'était lui qui l'a dit, c'est Déon qui l'a dit. Chez Fayard en 2009. Et puis vous êtes en train de nous préparer un dictionnaire amoureux des reines, chère Evelyne Levert, dont vous viendrez nous parler, bien avec entendu. Joie.